Tu penses que la surface, le budget ou l'orientation plein sud sont les critères les plus importants pour définir ta future maison? Et si je te disais qu'en réalité, ils pouvaient devenir des pièges qui risquent de te bloquer, voire même de te faire regretter certains choix? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette fameuse liste de courses que tu prépares avec chéri et que tu donnes aux pros peut en fait venir limiter la conception de ton projet. Et c'est pour ça que parfois, même avec un plan qui coche toutes les cases, quelque chose cloche, quelque chose ne te va pas et tu te retrouves devant des projets qui ne te conviennent pas. Le but de cet épisode, c'est de te donner un autre angle d'attaque pour mieux formuler tes demandes, mieux comprendre tes besoins et surtout éviter les erreurs qui pourraient te coûter cher, tant en termes de budget, mais aussi en termes de regrets, parce que tu le sais, beaucoup de gens qui ont construit ont des regrets parce que ils ont pas forcément poussé la réflexion assez loin. D'ailleurs, si tu veux prendre du recul sur les plans que tu as déjà reçus, j'ai créé un guide avec 35 conseils pour réussir ton plan. C'est un petit peu le bilan de mes 15 années d'expérience en conception de maison et il t'aide à analyser chaque pièce et à poser les bonnes questions. Tu peux le télécharger via le lien en description sur mon site ou dans ma bio Instagram. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, c'est Gwenola. Je suis ravie de te retrouver ici pour parler construction. Si tu penses à construire ou que tu as déjà démarré ton projet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage tout ce qu'il faut savoir pour réussir ta future maison. Après plus de 13 ans d'expérience comme designer d'intérieur au sein de sociétés de construction au Québec et en France, j'ai décidé de créer Chéri en construit pour guider tous ceux qui rêvent de bâtir leur propre maison. Parce que chaque projet est unique et qu'il existe de nombreuses façons de réaliser ce rêve, j'aborderai ici des sujets variés allant de la conception des plans au choix des matériaux en passant par les réglementations. Seul ou avec des invités, mon objectif est de t'informer et de t'inspirer grâce à des partages d'expertise et d'expérience de ceux qui bâtissent des projets ou qui ont déjà construit leur maison. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Alors, ces critères, c'est quoi? Tu débarques chez ton constructeur, ton archi, ton maître d'œuvre ou chez ton dessinateur et tu lui dis « Voilà, moi je veux une maison qui fait 120, 130, 140 mètres carrés, je veux 5 chambres parce que j'ai 2 enfants, j'ai un bureau parce que je suis en télétravail, je veux une cuisine ouverte avec un îlot et je veux des grandes baies plein sud parce que je veux une maison lumineuse. » Voilà, ça c'est à peu près la description que tu vas donner. Alors je vais vite et j'exagère, mais c'est vraiment ce que tu vas donner comme premières informations et finalement, des fois, tu vas retrouver des maisons qui cochent toutes ces cases, y compris celle de ton budget, parce que dans la liste, tu donnes forcément ton budget et tu vas te dire: «Ah mais je comprends pas, en fait, ce projet ne me plaît pas du tout». Ou il y en a qui vont te plaire et tu vas dire: «Ah oui, mais c'est un peu bizarre». Et c'est normal parce que ces critères sont des chiffres et tu ne vas pas vivre dans une série de chiffres, mais bien dans une maison. Et du coup, tous ces critères, cette liste, ce programme, hein, dans le jargon, on appelle ça un programme, une liste de besoins établis sur lesquels on base l'étude du projet, même si toutes les cases sont cochées, parce qu'il y a 1000 manières de faire un projet, finalement, tu vas peut-être être déçu ou en tout cas pas 100% satisfait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on va étudier ensemble, en tout cas discuter de 3 faux critères, je les appelle un petit peu comme ça. Ça va être la surface, le budget et l'orientation de la luminosité. Et je vais t'expliquer voilà les gros problèmes qui peuvent en gros ou moins gros problèmes qui peuvent en découler, mais aussi ce que tu peux faire à la place pour justement prendre du recul et prendre des meilleures décisions. On va commencer par le faux critère de la surface. Donc ça, c'est typique, on veut 110, 120, 150, 300 mètres carrés pour sa maison. Et en fait, c'est un objectif que tu te fixes. C'est un objectif que tu te fixes. Par exemple, peut-être que c'est pour compenser une maison un peu petite de laquelle tu en as marre. Ça peut être aussi parce que tu as additionné toutes les surfaces de pièces dont tu as besoin. Donc tu dis, moi je veux une cuisine de 13 mètres carrés, des chambres de 12, je veux 4 chambres, etc. Ça m'emmène à 120 mètres carrés, donc je veux ça. D'ailleurs, c'est un très mauvais calcul parce qu'il y a plein de choses que tu prends pas en compte dans ces additions de surface, notamment les circulations. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Et ça, c'est un objectif donc que tu te fixes, cette surface, mais qui peut te bloquer.
D'abord, une grande maison n'est pas une maison forcément bien conçue. Même si on s'est fixé un objectif de surface pour, quelque raison que ce soit, une grande maison, moi j'en ai vu plein passer, des grands plans, des petits plans et il y a des petits plans dans lesquels on se projette beaucoup plus facilement et qui sont plus pratiques et ergonomiques que, des grands plans. Pourquoi? Parce que, quand on se fixe un objectif de surface et ben, on regarde que la surface et il suffit que ton plan ne soit pas meublé, que tu te projettes pas dans la circulation, dans l'ameublement et cetera et ben, tu vas te rendre compte que, ton séjour, de, 60 carrés, bah, finalement, c'est pas qu'il est trop petit, c'est pas, qu'il est trop grand, c'est surtout qu'il est, mal fichu et donc cette surface ne veut absolument rien dire. J'avais, reçu, d'ailleurs une question il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant de quelqu'un qui avait fait une maison d'architecte, et elle vient me voir et elle me dit: «Gwenola, je comprends pas, j'ai une maison qui est très grande, dessinée par un architecte et puis, mon séjour de 70 carrés, je ne sais pas quoi en faire». Et effectivement, le séjour de 70 carrés, quand je l'ai regardé, ben, il y avait aucun meuble de dessiné dessus, donc c'était hyper dur de se projeter, mais on était censé y passer la cuisine, le salon, le séjour, l'entrée, il y avait l'escalier dedans, les accès aux chambres et l'accès au garage et autant te dire que ça, c'est beaucoup trop de fonctions, même pour 70 carrés, en tout cas dans cette forme-là qui était un peu carrée et les formes de pièces carrées sont pas, les plus simples à aménager. Donc une grande surface qui peut paraître sexy, qui peut paraître, waouh un peu comme ça ne fait pas tout, en tout cas. On va dire ça comme ça, parce que tu peux avoir un séjour de 50 carrés beaucoup mieux pensé qu'un séjour de 70 et où tu passeras autant, sinon plus de choses. Donc vraiment la surface, c'est un faux ami, dont il faut, se méfier. Cette surface, tu peux aussi l'avoir définie par rapport à ton budget. Tu te dis: «Bon, ben, moi j'ai un tel budget, donc si, je me dis, 120, mètres carrés fois 2 000 € le mètre carré, ça fait, 240 000 € de budget. Ça rentre, donc je veux une maison, de 120 mètres carrés pour 240 000 €. Mais si ton projet a des particularités, par exemple comme, des fondations un peu compliquées qui vont coûter un peu plus cher, donc ton prix au mètre carré va pas être respecté, parce que aussi tu veux de la pierre à l'extérieur, que tu as demandé un déplafonné, bah, ton calcul il va être complètement faussé et donc ton 120 mètres carrés, il va pas être, vraiment, possible et donc tu vas te retrouver un peu, frustré, devant ce projet parce que si, les pros que tu as interrogés te font ta maison de 120 mètres carrés avec tous tes critères, mais que tu arrives à 300 000 €, bah, tu seras pas, ravi et ça, c'est normal. C'est parce que du coup, tu te seras basé sur une surface et un budget et pas sur d'autres critères qui vont rentrer en compte. Donc la surface, c'est vraiment un des pires, faux amis et moi donc j'ai vendu, des maisons pendant, longtemps. J'ai bien vu des gens qui me disaient: «Bah, votre maison, elle est plus petite». Oui, mais j'ai répondu à votre budget et j'ai répondu à «si» et donc après la discussion, elle s'orientait sur les priorités et ça, c'est un point qui est hyper important et qui va revenir souvent, c'est que si ton budget, c'est une priorité, alors peut-être que la surface est moins importante. Si ta surface est une priorité, alors peut-être que tu auras des arbitrages à faire dans, sur d'autres sujets. Sur, un sujet technique, sur un sujet esthétique, sur, un sujet de matériaux. Donc tout ça, c'est des choses qui font que la surface est vraiment pas, ton meilleur critère. En tout cas, il faut le donner, ça donne toujours une idée, mais pas rester complètement figé dessus. À la place, il vaut plutôt mieux penser aux fonctions et aux meubles. Bah, d'ailleurs, dans le guide dont je te parle en début d'épisode, il y a un exercice que je te conseille de faire, c'est de découper des meubles à l'échelle et de les placer sur ton plan. Pourquoi? Parce que tu vas voir si ça passe, tu vas voir si tu passes entre ton canapé et ta table de séjour. Tu vas voir si ton futur canapé panoramique y passe et si tu n'arrives pas à meubler l'intérieur, alors, ça veut dire que la pièce, la maison, le l'agencement qui est proposé, il est pas bon pour toi, si ces choses-là ne passent pas. Après, encore une fois, on revient aux critères, mais si tu veux si ton canapé panoramique est une priorité, tu as le droit de concevoir ta maison entre guillemets «autour». Moi, j'ai déjà des clients qui sont venus me voir en me disant: «On veut, un séjour de temps de surface. Par contre, notre critère le plus important, c'est qu'on veut 5 ou 6 mètres, je sais plus, de linéaire de cuisine au mur et ça, c'est un non négociable».
Donc, ils avaient bien établi que leur priorité, c'était leur plan de cuisine qui existait avant le plan de la maison et donc on a travaillé en fonction. Et la surface, c'était un peu annexe parce qu'en fait, il a fallu adapter la forme. Donc on avait atteint la surface voulue plus le plan de cuisine, mais c'était pas la surface le premier critère, en tout cas pas la priorité. Donc il faut vraiment penser aux fonctions, aux meubles que tu veux mettre et surtout aussi mesurer. Normalement, si tu me suis, tu as déjà été dans ton bureau de fourniture, dans ton magasin pardon de fourniture de bureau et tu as investi dans un Kutch. Ça coûte entre 5 et 10 € et c'est important et ça va te permettre de mesurer les distances, les cotes. Les, mesures de ton plan intérieur sont les plus importantes. Sur un plan d'archi ou de constructeur, les cotes sont, parfois que extérieures pour pas polluer le dessin. Donc du coup, tu vas avoir des mesures, l'autre jour, j'étais en rendez-vous avec quelqu'un, elle me dit: «Bah, à l'intérieur de ma maison, ça fait 4,70 m». Je dis: «Non, ça, c'est à l'extérieur». Donc il faut vraiment mesurer de mur à mur intérieur et voir si, ce que tu veux passe. Autre exemple, la cuisine et un îlot de cuisine. Tu dis: «Moi, par exemple, je veux une cuisine de 13 m² avec un îlot». Très bien, mais si ta cuisine, elle fait 13 m², mais qu'elle a pas les bonnes dimensions, donc je parle pas de surface, mais bien de longueur, largeur, tu pourras pas mettre d'îlot. À savoir qu'une cuisine, pour qu'elle puisse recevoir un îlot, elle doit faire au moins 3,50 m, voire 60 de large. En dessous, tu ne pourras pas avoir un linéaire, les passages suffisants de chaque côté de l'îlot et un îlot avec une taille, plus que correcte. Donc, même si ta cuisine fait 13 m² et qu'il y a un îlot de dessiné dessus, bah, tu dois le mesurer parce que si on t'a dessiné un îlot de 60 centimètres et un passage de 60 centimètres de chaque côté et que tu as pas mesuré avec ton Kutch, bah, tout simplement, ta cuisine, elle va pas cocher ton critère prioritaire qui, à ce moment-là, serait peut-être d'avoir un îlot, même si elle fait 13 m². Donc tu vois, la surface, elle vient vraiment, comme un indicateur, mais ne peut pas être, le seul élément. Et en fait, la vraie question à se poser sur ce sujet et sur beaucoup d'autres, c'est: comment tu vis dans ces espaces et qu'est-ce que tu veux y faire? Parce que si tu, veux rester enfermé dans ta cuisine, parce que si tu veux une cuisine ouverte, parce que si tu veux que ton salon, il soit hyper cosy et complètement à part, tu vas pas avoir besoin des mêmes surfaces. Et peut-être que dans ta tête, tu dis que tu as besoin d'un salon qui fait 25 m² et qu'au final, avec 20 m², il remplira toutes les fonctions dont tu as besoin. Parce que peut-être qu'il y a pas de circulation, donc tu vas pas traverser le salon pour aller d'un espace à un autre. Et ça va vraiment changer, la vision que tu vas avoir d'une surface. J'ai déjà vu et fait des projets où, sur une maison de 80 m², j'avais une cuisine digne d'une maison de 120, mais on avait créé le séjour en fonction, parce que la cliente vivait comme ça. Et ça, c'est pas une question de surface, c'est une question d'agencement et de comment tu vis, les espaces. Et donc la vraie question, je répète, c'est comment tu vis dans ces espaces et qu'est-ce que tu veux y faire? Donc tu peux dire: «Moi, je veux un salon d'environ 25 m², mais je veux pouvoir regarder un match de foot à 12 en ayant une table basse et je fais beaucoup d'apéros, donc j'ai besoin, que tout le monde mange autour de la table de salon». Ou alors: «Moi, si j'ai une cuisine, j'aime bien cuisiner toute seule, mais je veux qu'elle soit fermée. Par contre, je veux un îlot parce que je veux que mes enfants puissent faire leurs devoirs quand moi, je suis en train de préparer à manger le soir, parce qu'on aimerait ça, être ensemble, je peux les aider, on avance». Je ne sais pas, mais vraiment calculer ton projet en fonction de comment tu y vis et donc pas sur un critère de surface. Deuxième faux critère, celui-là, il va faire un peu grincer des dents, c'est le budget. Pourquoi je dis que le budget peut être un faux critère? Qu'on soit bien d'accord, le budget, c'est un critère primordial. Tu dois pas te mettre en danger, tu dois, d'ailleurs, bien le maîtriser pour y voir clair, savoir exactement ce qui est compris dans, les devis de l'archi, dans, les devis du constructeur, dans, tout ce que va prendre ton terrain. Donc ça, c'est un travail, à faire en amont pour justement être très clair quand tu conçois ton projet. Et j'en parle d'un faux critère parce que le coût de la construction peut varier selon beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Ça peut varier en fonction de la qualité des matériaux, de leur gamme. Attention, qualité et gamme, c'est pas du tout la même chose. Ça peut aussi varier en fonction des éléments techniques et du contrat choisi. Donc le budget, c'est vraiment un critère important, mais tu ne peux pas, le figer
autant que tu aimerais, en tout cas sur le poste maison, parce que ça va te demander d'étudier, des priorités encore une fois. Pourquoi? Par exemple, tu as pu aller voir ton constructeur ou tu vas aller voir ton constructeur, tu vas en comparer, plusieurs et puis tu vas dire moi on me l'a souvent dit quand je travaillais pour un constructeur: «Bah, votre projet il est vachement bien, par contre, votre confrère chez lui c'est, 15 000 € moins cher» ou ben avec vous, c'est, tel budget mais, le maître d'œuvre il est 20 000 € moins cher. Alors oui, il peut y avoir des différences donc par rapport au contrat, mais je sais que c'est aussi très difficile de comparer et là, moi je te conseille de faire peut-être un tableau, Excel, pour comparer, les plus et les moins de chaque, mais bien regarder sur le papier, sur les gammes matériaux proposés, quels sont les points communs? Si tout est bien pris en compte, les viabilisations, les raccordements, est-ce qu'il y a les terrasses? Quelle gamme de carrelage? Est-ce que tout est posé? Est-ce que vous avez encore beaucoup de choses à faire? Et cetera. Ça, c'est un point important et puis aussi que, le contrat soit, un critère. C'est-à-dire si tu veux travailler avec un constructeur en CCMI, c'est le contrat le plus protecteur aujourd'hui. Par contre, il est pas fait pour tout le monde. Si tu as beaucoup de temps, que tu as envie de t'investir à fond dans ton projet, c'est peut-être pas le contrat fait pour toi et effectivement, tu, auras peut-être, un peu plus de marge de manœuvre dans ton budget en passant par un maître d'œuvre. Mais il faut savoir qu'il faut comparer ce qui est comparable et en bâtiment, c'est hyper difficile. Pourquoi c'est hyper difficile? Parce que si tu veux du zinc, de la pierre, que tu as une maison qui est complètement, avec énormément de décrochés, versus une maison, hyper rectangulaire, ben, plus c'est compliqué, donc plus il y a de prestations, plus c'est cher. Tu vas me dire: «Bah, c'est évident». Oui, mais c'est évident jusqu'à ce que tu sois confronté à faire des choix et c'est pour ça que le budget est un faux critère parce que si toi, ton souhait, c'est d'avoir la maison la plus canon possible à l'extérieur, et que tu veux absolument du bardage, que c'est non négociable pour toi, c'est ton rêve, ben, c'est peut-être la surface, du coup, un autre critère que tu vas vouloir diminuer pour financer ton budget, de zinc. Peut-être que, ton mur en pierre extérieur que tu veux absolument ou, le mur en pierre intérieur d'ailleurs que tu veux absolument, il va te coûter, un certain prix, mais c'est non négociable. Tu sais que tu pourras pas le faire plus tard parce que, ça va être déclaré au permis, parce que ça va être un travail qui va être trop lourd et que tu as pas envie forcément de faire et à ce moment-là, bah, peut-être que tu vas dire: «Par contre, je sais poser mes sols et donc je vais, retirer et faire moi-même les sols pour financer ça». Donc le budget, c'est aussi une variable, c'est-à-dire que tu peux dire que tu vas étaler pardon, dans le temps tous, tes travaux pour pouvoir financer des choses qui ne sont pas changeables. Tu as absolument envie d'avoir des portes à galandage, ça coûte 1 000 € la porte à galandage en plus-value par rapport à une porte, normale. Bon, bah, qu'est-ce que je fais pour financer mes portes à galandage? Parce que portes à galandage, tu pourras pas les rajouter après coup. Par contre, tu pourras, faire des aménagements de placards peut-être un peu plus tard. Donc et si, par exemple, toi, tu ne veux rien avoir à faire plus tard et que tout doit rentrer maintenant, et bah, peut-être que c'est ton plan, peut-être que c'est la forme de la maison, peut-être que c'est la toiture que tu vas adopter. Donc toutes ces critères de surface, de budget, tu vois, qui sont, un peu des vases communicants et que tu vas devoir arbitrer et que c'est hyper frustrant. Mais je t'invite vraiment à faire la liste des critères prioritaires. Si c'est le budget qui est en numéro un, et ben, c'est le budget qui est numéro un. Si c'est, le nombre de chambres, c'est ça. Si il faut absolument avoir un îlot dans la cuisine, c'est ça. Vraiment lister un peu dans l'ordre pour savoir sur quoi on peut travailler pour respecter les top 3 par exemple, priorités dans ton projet de maison. Et c'est vrai que, le budget, c'est aussi, un critère, donc non négociable certes, mais il faut aussi mettre en perspective. J'ai travaillé pour un projet, avec des clients où j'ai corrigé, leurs plans et ils avaient notamment un toilette qui ouvrait sur la cuisine, donc ça on a changé. Mais pour changer ça, j'ai dû leur proposer d'agrandir de 50 centimètres leur suite parentale. Pourquoi? Parce que si je calais le WC dans un endroit privé, qui donne pas sur la cuisine, j'avais ce point où, bah, finalement la chambre elle était, trop serrée. J'avais pas la marge suffisante de chaque côté du lit et leur salle d'eau, devenait un petit peu, rikiki. Donc je leur ai dit: «Voilà, je vous propose d'agrandir la maison de 50 centimètres. Alors la maison un bout de la maison de 50 centimètres, à voir avec votre constructeur. Si en termes de budget ça passe pas, on verra comment on fait autrement, mais moi je vous le conseille».
Et puis, ben, en fait, ils sont repartis avec, ça et ils se sont dit: «Non mais en fait, Gwenola, finalement, on a agrandi d'1 mètre parce que, c'est des mètres carrés qu'on ne pourra pas récupérer plus tard». Donc pour se donner encore plus de confort, moi j'avais été, hyper raisonnable pour, voilà, caler leur budget et ne pas, l'exploser. Mais eux, ils ont bien réfléchi, ils se sont dit: «Ça nous coûte 2 000-3 000 € de plus. Par contre, sur 25 ans, ça représente rien, mais ça nous évitera d'avoir des regrets plus tard». Et c'est ça aussi remettre le budget en perspective parce que c'est un peu brut dit comme ça sur, des budgets, mais tu es pas à 2-3-4 peut-être 5 000 € près sur cette maison-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi que tu peux étaler certaines choses dans le temps pour l'équilibrer parce que quand on est à 2-3-4 000 €, bah, c'est hyper important de le respecter, mais c'est une question de perspective. Et là, ils ont fait le choix d'y aller plus franco, d'agrandir un petit peu, enfin de manière presque plus conséquente la maison pour justement ne pas regretter, plus tard. Et donc ils sont, sortis de la surface, sortis un petit peu du budget, mais c'était maîtrisé, ils savaient pourquoi ils le faisaient. Ça, c'est hyper important, aussi à prendre en compte. Donc garder en tête que ton budget ne sera pas ton seul critère et si c'est ta priorité numéro 1, quelles sont les concessions que tu es prêt à faire sur d'autres points? Créer un tableau pour comparer les propositions peut t'aider à y voir un petit peu plus clair. Un truc intéressant, c'est que tu peux compter les coins de ta maison. Si ta maison a 4 coins, donc un rectangle, elle sera beaucoup plus rentable et moins chère au mètre carré que si elle en a 12. Voilà, un coin coûte cher. C'est un un chef comptable qui avait, dans le bâtiment qui avait dit ça. Et par exemple, ça peut être aussi de planifier un garage plus tard. Ça, j'y reviendrai, les choses de plus tard, ça fera l'objet, je pense, d'un autre épisode. Mais ça peut être, voilà, tu te dis: «Bon, ben, moi, ma priorité, c'est l'intérieur de ma maison. Je préfère mettre 10 000 € de plus dans ma maison pour avoir ce que je veux et faire un garage plus tard. Je me débrouillerai pour le financer ultérieurement». Et donc tu, bah, pour le coup, vase communicant, t'enlèves le budget garage et tu réinvestis dans d'autres choses. Donc voilà pourquoi le budget est un faux ami, parce que même s'il est important et tous les banquiers ou ou courtiers qui vont écouter cet épisode vont être au PLS, mais ils savent aussi bien que moi qu'on peut vite être frustré, d'avoir zappé. Moi, le nombre de gens qui m'ont dit: «Si on avait su, on aurait fait 2 mètres carrés de plus. Si on avait su, on aurait fait ci. Si on avait su, on aurait fait ça». Je vais pas refaire la chanson, mais voilà, le budget est important, mais il demande un peu plus de perspective. 3e point, c'est l'orientation et vouloir une maison lumineuse. Alors ça, je l'ai souvent. Voilà, on veut notre maison, 100 mètres carrés, 3 chambres et puis on veut une maison lumineuse surtout. Et du coup, on veut plein, plein de baies au sud. D'accord, donc on va regarder ça. Plusieurs choses, l'orientation, donc c'est un vrai critère, mais c'est aussi un faux ami parce que si tu te focalises sur le sud, peut-être que, ton terrain te le permet pas. Peut-être que, tu as une vue un peu dégueulasse plein sud. Peut-être que plein sud, tu donnes sur la rue et que tu as pas très envie de prendre l'apéro, devant, les gens qui vont promener leurs chiens. Donc l'orientation, elle est hyper importante, la RE 2020, nous le rappelle, mais il faut aussi sortir un petit peu des clous et de ce qu'on va, nous dire. Moi, je connais par exemple des gens qui ont refusé d'avoir du plein sud dans leur maison pour pas cuire en été, même en Bretagne. Oui, oui, il faut savoir qu'il peut faire chaud chez nous et si tu regardes bien, il y a plein de gens qui ne sont pas que au sud et moi, c'était une des super leçons que j'avais appris grâce à mes clients. Depuis 30 ans, ils vivaient dans une maison où ils avaient une terrasse au nord. Donc quand on a fait leur nouvelle maison, ils m'en ont demandé une et ils m'ont fait un petit peu sortir aussi de cette réflexion, à l'époque c'était la RT 2012, mais de me dire qu'il fallait absolument du plein sud et pour la petite anecdote, c'est quelque chose dont je parle beaucoup aujourd'hui et dont mes clients sont super contents. J'avais fait un projet, où la maison, elle était implantée d'une manière particulière sur le lotissement et j'avais une grande partie du terrain plein nord. Ce qui était hyper frustrant parce qu'au prix du terrain, tu te dis: «Mince, si je profite pas de tout ça et que je ferme tout, plein nord». Et j'avais suggéré aux clients en disant: «Bah, on a orienté toutes les pièces de vie, sud et ouest, mais là, on a la possibilité, on perd 1 mètre de mobilier dans la cuisine, mais je vous propose une porte à galandage qui donne sur ce petit espace au nord. Vous avez des beaux arbres, la vue est sympa et puis quand vous aurez trop chaud, vous pourrez en profiter». Donc ils disent OK, ils trouvent l'idée intéressante et cetera et puis, quelques, mois, ou 1 an ou 2 plus tard, je vais, dans leur maison pour prendre des photos, pour le site internet,
Bref, et j'y arrive et donc ils me font visiter, voilà, fièrement, souvent c'est ça, mes anciens clients me font visiter fièrement leur maison et ils me disent: «Mais Gwenola, l'idée de la porte, vraiment, c'était génial» et effectivement, il me fait passer cette porte, donc qui donne au nord, hein, donc techniquement, elle est pas hyper sexy et on arrive sur une petite terrasse et là, je vois le cendrier, la petite table bistrot, et ils me disent: «Bah, en fait, l'été, quand on veut boire un verre en fin de journée, qu'on a eu trop chaud, on va tout le temps là. Quand on fume une clope après manger, on va là et on passe énormément, énormément de temps ici». Normal, leur terrain plein sud donnait sur la rue et au-delà, d'aller chercher le frais, ils vont aussi chercher un peu d'espace privé donc vraiment, le sud, peut être bien, mais il faut pas toujours visualiser ça et aller chercher peut-être d'autres manières de faire. Là, j'ai plein d'exemples qui me viennent, mais je vais m'arrêter là. Autre point sur, l'orientation, c'est qu'en fait, là, on a toujours tendance à dire: «Ah, pour la RE 2020, faut absolument que ma maison soit plein sud». Non. En fait, on peut faire des maisons RE 2020 sans avoir 12 mètres de baie, plein sud parce que, c'est pas un seul critère, la RE 2020, c'est aussi plein de critères plus variables, il y a pas de règle unique et donc non, c'est pas obligatoire en RE 2020, je voulais faire le petit point là-dessus et non, une maison, orientée, plein sud, enfin qui ou une maison qui n'a pas de sud n'est pas une maison qui ne sera pas lumineuse. Pourquoi? Parce que spoiler, le soleil tourne. Donc, ton soleil, il reste pas toujours plein sud. Il se lève à l'est le matin, au nord-est même l'été. Il se couche à l'ouest l'hiver et au nord-ouest d'ailleurs l'été, parce que sa course est plus longue. Et en fait, il va pas rester au sud. Et le sud, même si tu n'as pas une façade sud, plein sud, avec des baies plein sud, tu vas pas, tu peux quand même avoir une terrasse qui va profiter du sud, même si ta baie ne donne pas au sud. Alors dit comme ça dans un podcast, ça doit être un petit peu compliqué, mais il faut sortir de ce schéma full sud. Moi aussi, hein, j'aime le sud, j'ai fait plein de projets comme ça, puis de toute façon c'est une des demandes, mais c'est aussi bien de s'ouvrir à d'autres manières de voir parce que on a tendance à se faire une fixette sur ce type d'orientation et des fois c'est pas forcément le plus judicieux par rapport au terrain, par rapport aux vues, par rapport à la vie. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'en ai parlé avec d'autres clients qui étaient hyper séduits par l'idée d'une terrasse au nord. Pas la seule terrasse, mais une petite terrasse un peu plus cosy et au frais. Et cette, obsession entre guillemets de maison lumineuse vous fait aussi, faire des bêtises. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai vu des clients, ils arrivent, avec leur plan et là ils me montrent et voilà, la maison, somme toute semble, assez bien conçue sauf que là, 2 baies de 3 mètres, plein sud, certes, donc maison lumineuse, hein, voilà. Sauf que là, j'enchaîne baie de 3 mètres, baie de 3 mètres, porte-fenêtre de 1 mètre, fenêtre de 2 mètres et puis rendu là, la maison, elle va être extrêmement lumineuse. Mais je ne peux plus rien meubler. Donc cette obsession de l'orientation au sud, cette obsession, d'une maison lumineuse peut vraiment amener à, des problèmes d'aménagement intérieur et ça, c'est pas parce qu'au lieu des 2 baies de 3 mètres, ils auraient mis 2 baies de 2,50 m ou, une baie de 3 mètres et une beaucoup plus petite baie, ils auraient pas perdu en luminosité. Ils se seraient pas retrouvés à devoir allumer la lumière, toute la journée. Au contraire, ils auraient été beaucoup plus, libres dans l'agencement intérieur. Mais voilà, ce besoin d'ouvrir, d'avoir ce sentiment de dedans, dehors et d'être, fixé sur une orientation quelle qu'elle soit, peut vraiment amener à des problèmes qui vont souvent intervenir un petit peu trop tard dans le planning ou demander des modifs de permis. Donc l'orientation et vouloir cette maison lumineuse, ça peut aussi être un faux critère, en tout cas des caractéristiques sur lesquelles il faut prendre du recul. Parce que, par exemple, si tu trouves le terrain sur lequel tu as un coup de cœur, mais que le sud, il est mal placé ou quoi, il y a sûrement et très certainement même une manière de faire un projet qui va te plaire, qui va cocher toutes tes cases, même si tu as pas de sud. Le projet, de toute façon, ton plan, il va s'adapter au terrain. Il y a pas d'autre manière de faire pour, sa forme, pour le règlement de PLU. Tu vas être obligé de te contraindre sur certains points parce que ton terrain, il sera comme ci ou comme ça
est à cet endroit-là. Et donc, si tu trouves le terrain parfait, même s'il n'y a pas de sud, mais que le cadre est incroyable, mais que c'est à 5 minutes de l'école des enfants, mais que tu pourras aller au boulot en vélo, je ne sais pas quels sont tes critères pour choisir ton terrain, et bien peut-être, voilà, penser un petit peu en dehors de la boîte, prendre du recul, changer son regard sur les critères que la plupart des gens ont. Quels sont tes critères et comment tu peux les adapter à ce terrain-là. Il faut aussi penser les espaces de circulation, les espaces intérieurs, extérieurs. Je parlais des terrasses au nord, des terrasses au sud, des terrasses à l'est. Si toi, tu as besoin du soleil le matin quand tu te lèves, que tu vives à Lille ou à Cassis, le soleil du matin, il y en a. Bon, il y en a plus à Cassis qu'à Lille, on est d'accord. Mais si tu as envie que ta cuisine, elle ouvre à l'est, ça peut être un point important et peut-être que tu auras envie de faire une terrasse de ce côté-là. Et donc, ton orientation, les circulations à l'intérieur mais aussi à l'extérieur vont avoir un impact. Si tu as l'habitude de cuisiner avec des herbes de Provence mais que tu dois faire le tour de ta maison pour y avoir accès, tu n'iras jamais chercher ta ciboulette. Donc peut-être que l'orientation, la porte, tu vas peut-être créer une porte dans ta cuisine pour aller dehors. Et ça, c'est hyper important parce que ça te donne vraiment la manière d'intégrer ta vie, ton projet sur un terrain et d'aller chercher une orientation qui te va bien. Et penser les circulations, les intérieur-extérieur est hyper important. Vouloir un effet dedans-dehors avec une grande baie à galandage qui donne du séjour à la cuisine, ça se fait et c'est très beau. Donc, il faut aussi réfléchir comme ça. Et si le sud, parce que ne me méprends pas, si le sud c'est vraiment ton critère et que tu veux pas en changer, ça reste ta priorité, on le fait. Je le fais régulièrement avec des clients. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je voulais juste apporter une autre manière d'aborder les orientations, parce que c'est pas parce que ta maison est plein sud qu'elle sera plus lumineuse. Par exemple, je reviens là-dessus, mais si tu as une maison qui n'est que sud, que t'as pas d'est, que t'as pas d'ouest, finalement tu vas avoir de la lumière, en tout cas du soleil directement, entre 11h et 16h, et après c'est tout. Donc oui, une bonne partie de la journée, mais tu profiteras pas du soleil le soir, etc. Si t'as une maison qui est que plein ouest, pareil, tu vas récupérer la lumière dans ta pièce de vie seulement à partir de 16h, 15h peut-être. Et donc en hiver, ta maison, elle va être super sombre. Donc aussi, l'orientation, ne pas se focaliser que sur une orientation, mais je trouve que dans les pièces de vie, c'est bien d'en avoir au moins 2, sinon 3. Et quand on a 3, c'est le jackpot parce que t'as de la lumière directe toute la journée. Et ça, c'est super agréable. Et voilà, donc tout ça pour dire que l'orientation et le souhait de vouloir une maison super lumineuse peut t'induire à faire des choix qui seront pas forcément judicieux, tant en termes de format de fenêtre qu'en termes de position des fenêtres, qu'en termes d'orientation ou d'implantation de ta maison. Et c'est bien de prendre du recul là-dessus. Voilà pour ce premier épisode solo. J'espère que tout ça t'a parlé et t'a permis d'avoir d'autres points de vue sur ces critères qui sont la surface, le budget, l'orientation, la maison lumineuse, parce que c'est ça qui va compter. C'est pas le nombre de mètres carrés, c'est pas ton enveloppe budgétaire, c'est pas le fait d'avoir une maison plein sud qui va faire que ta maison, elle va te ressembler, que tu vas t'y sentir bien. C'est vraiment comment tu joues avec ces critères, comment tu joues avec la surface, comment tu joues avec l'orientation de ton terrain, comment tu joues avec tes fenêtres, comment tu joues avec ton budget pour justement créer cette maison. Et c'est tout ça que tu dois prendre en compte et pas juste une liste de courses avec des petites cases à cocher. C'est beaucoup plus subtil que ça de concevoir un projet de maison. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser sur Instagram. Si tu as aimé cet épisode, tu peux aller lui mettre un 5 étoiles dans la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Moi, ça m'encourage et ça permettra de me faire connaître le podcast. Et voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée, après-midi, nuit, marche à pied, vaisselle ou aspirateur. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire en écoutant cet épisode. Et je te dis à bientôt.